Bonjour, je suis Geoffrey Marot. Je suis un homme qui aime lire et réfléchir. Je veux parler d'un sujet très important et peu connu, la singularité technologique. Depuis toujours, je ne crois pas en Dieu. C'est pour moi une évidence. Mais l'athéisme, c'est le rejet d'idées fausses sur le monde. Ce n'est pas pour autant une façon de donner un sens à la vie. Malgré leur incroyance, les philosophes athées ont toujours comme ému l'idée du bien, c'est-à-dire l'idée que les progrès de la civilisation, comme l'abolition de l'esclavage, ou les progrès de la science, comme la médecine, furent pour l'humanité la bonne direction à prendre. Mais de nos jours, depuis une vingtaine d'années, les avancées de la réflexion scientifique nous ont permis d'aller bien au-delà du simple athéisme. C'est grâce au penseur et inventeur américain Ray Kurzweil que nous avons découvert le sens profond de notre histoire et la finalité de l'épopée humaine, qui est d'atteindre la singularité technologique. Mais de quoi s'agit-il ? Pourquoi le mot singularité ? Parce qu'en mathématiques, une singularité est un cas dans lequel un certain objet mathématique ne peut pas être bien défini. Cette définition correspond à la singularité technologique. C'est un événement inédit et très exceptionnel, et il est très difficile de prédire en détail ce qui arrivera après. La singularité technologique, ou simplement la singularité, est l'hypothèse que l'invention de l'intelligence humaine déclenchera un emballement de la croissance technologique qui induira des conséquences imprévisibles sur la société humaine. Au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l'œuvre que d'intelligence artificielle ou supra-intelligence qui s'auto-améliorerait, de nouvelles générations de plus en plus intelligentes apparaissant de plus en plus rapidement, créant une explosion d'intelligence, créant finalement une puissante super-intelligence qui dépasserait qualitativement de loin l'intelligence humaine. Quand devrait se produire la singularité technologique ? Les projections technologiques de Kurzweil lui font estimer que la singularité aura lieu vers 2045. Il se base essentiellement sur la loi du retour accéléré que j'explique plus tard dans la vidéo. Certains scientifiques estiment que la singularité surviendra avant 2045, d'autres plus tard, d'autres enfin n'y croient même pas. Mais la plupart des scientifiques qui se prononcent sur le sujet pensent qu'elle reviendra au plus tard en 2100, c'est-à-dire rien à l'échelle des temps géologiques. C'est demain. Par ailleurs, bien avant 2045, l'humanité aura fait des pas de géant dans les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences cognitives et informatique. Il ne faut pas imaginer que nous aurons un monde identique jusqu'en 2045, puis que nous allons basculer d'un seul coup dans une vie quotidienne totalement transformée. Nous aurons déjà énormément changé bien avant 2045. Terminator 2. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Le scénario décrit une guerre entre l'humanité et les machines. Les machines sont contrôlées par Skynet, une entité artificielle hostile et super intelligente. Il faut que je sache comment Skynet est fabriqué. Qui en est responsable? L'homme le plus directement responsable est Miles Bennett Dyson. Qui c'est? C'est le directeur du projet spécial à la Société de Systèmes Cyberdine. Pourquoi lui? Dans quelques mois, il crée un type révolutionnaire de microprocesseurs. Et alors, continuez. Dans 3 ans, Cyberdine devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Tous les grands bombardiers sont équipés de systèmes ordinateurs Cyberdine qui évitent la main-d'œuvre humaine. Cela leur permet de voler avec une parfaite efficacité opérationnelle. Le financement de Skynet est voté. Le système se met en place le 4 août 1997. Les décisions humaines sont éliminées de la défense stratégique. Skynet commence à apprendre à vitesse géométrique. Il devient autonome le 29 août à 2h14 du matin, heure de Greenwich. Pris de panique, ils essaient de couper les vannes. Skynet leur répond. Oui. Il lance ses missiles contre les cibles de Russie. Pourquoi attaquer la Russie? Ce sont nos amis maintenant. Parce que Skynet sait que la contre-attaque russe va éliminer ses ennemis dans ce pays. Mon Dieu. Transcendance. Excellent film qui narre l'avènement du point de singularité technologique.
c'est-à-dire le point temporel précis où l'humanité créera une IA généraliste et autonome. Cette IA est ici incarnée par un ex-humain, Johnny Depp, dont le cerveau a pu être transféré et fusionné avec un superordinateur. Matrix. Encore un scénario d'une guerre contre les machines et les hommes. Cette fois-ci, les hommes ont perdu cette guerre et ont été asservis à l'état de piles de bioélectricité. Ils vivent dans un monde virtuel créé par les machines et n'en ont pas conscience, mis à part une poignée de résistants. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Un enjeu suprême pour l'humanité. L'enjeu est d'une importance suprême. L'humanité va-t-elle survivre ou disparaître au point de singularité? Il ne s'agit pas d'un enjeu secondaire, par exemple sur les inégalités économiques, ou sur la condition des animaux, ou sur les discriminations, je ne sais quoi. Ces sujets peuvent être importants, mais comparés à la singularité, ce sont des sujets de salon de thé. Aucun sujet au monde n'a plus d'importance que celui de la singularité. Pourquoi l'IA va-t-elle être immensément supérieure à l'intelligence humaine? Parce qu'elle est extrêmement plus rapide et plus puissante que nous. Sans rentrer dans les explications techniques, prenons un exemple. L'intelligence artificielle Watson, d'IBM, a battu les champions du jeu humain à Jeopardy, un jeu semblable à notre question pour un champion. Watson est capable de comprendre le langage naturel, la subtilité de la question posée et d'en donner la réponse, le tout en 3 secondes. Pendant ces 3 secondes, Watson va lire 200 millions de pages d'informations, en 3 secondes. Et une fois les avoir lues, il donne la réponse à la question. Aucun humain ne peut lire une page 21-29-7 en 3 secondes. Watson, lui, en lit 200 millions. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. Pourquoi l'humanité a-t-elle besoin du progrès technique pour survivre? L'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme non raisonnable persiste à essayer d'adapter le monde à sa mesure. Donc tous les progrès dépendent des hommes non raisonnables. George Bernard Shaw, Maxim for Revolutionist, Man on Superman, 1903. Si on redescend plus simplement de la question de la singularité à la question du progrès technique, il est impératif de comprendre que la civilisation humaine a absolument besoin que le progrès technique continue et même s'accélère, si nous voulons simplement survivre. Pourquoi? Citons plusieurs menaces mortelles qui pèsent sur nous. La prolifération nucléaire et la guerre nucléaire. C'est la principale menace qui existe encore. Lors de la crise de Cuba en 1962, nous avons frôlé la Troisième Guerre mondiale, enfin la guerre nucléaire. Sachant qu'il suffit d'une petite proportion des ogives nucléaires pour créer un hiver nucléaire, c'est-à-dire la création d'une couche de poussière et de débris qui empêche la lumière du soleil de pénétrer les nuages et qui détruit les végétaux. Une pandémie mondiale, peut-être avec un virus modifié génétiquement, ça c'est un risque qui fait beaucoup peur à Bill Gates, et il investit beaucoup d'argent pour la prévention et pour que la réaction à une pandémie soit plus rapide et plus efficace. Le réchauffement planétaire, qui est une réalité, qui a bien sûr beaucoup de conséquences négatives du type inondation et sécheresse, ouragans, déplacement de population, l'arrivée de maladies tropicales qui avant n'existaient pas dans le nord et montée des eaux.
une collision par une météorite géante, comme celle du cratère de Chicxulub, qui extermina les dinosaures. Donc ça, c'est une probabilité de l'ordre de 1 sur 1 million, c'est quand même très faible, mais ces probabilités existent quand même. Il faut comprendre que ce genre de menaces ne peuvent pas être résolues par une action politique. Quel que soit, même Nicolas Hulot ne peut pas nous protéger de ces menaces. Seul le progrès technique et son application permettraient de se prémunir de ces menaces. Prenons l'exemple du réchauffement planétaire. Les efforts faits pour réduire les émissions de carbone sont admirables, mais ces efforts ne sont que des économies de bout de chandelle parce que nos économies sont fondamentalement dépendantes aux hydrocarbures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut réduire notre production d'hydrocarbures, on peut faire des économies d'énergie, mais fondamentalement, la démographie continue d'augmenter, les pays s'industrialisent, l'Asie s'industrialise, c'est déjà industrialisé, peut-être l'Asie du Sud-Est, peut-être l'Afrique. Donc tout ça va être un producteur de CO2 évident. Donc, ce ne sont que des petites économies. Ce qu'il nous faut, c'est une révolution technologique. Voilà. En 2012, l'énergie thermique représente 68% de la production électrique mondiale. Donc seule une transformation radicale vers des énergies nouvelles, renouvelables, permettra de stopper l'accélération du réchauffement climatique. Pour aller plus loin, de plus, nous allons avoir besoin de la technologie pour inverser le réchauffement climatique, si nous voulons le faire. Pour cela, dans le futur, les technologies de géo-ingénierie seront requises. Elles consistent à diffuser dans l'atmosphère des particules aux effets inverses des gaz à effet de serre. Qui sont les véritables écologistes ? Petite digression. En ce bas monde, les véritables écologistes ne sont pas ceux que l'on peut penser qu'ils sont. Ce sont plutôt des industriels éclairés comme Elon Musk, l'homme qui a réussi à produire des voitures électriques bon marché et efficaces. Les politiciens écologistes sont impuissants pour profondément changer les choses. Ils compensent cette impuissance par des politiques superficielles à but électoral. Par exemple, la piétonnisation des voies sur berge à Paris, qui a été évaluée comme sans impact significatif sur la pollution. Toutes les mesures des écologistes ne sont pas superficielles et électorales, mais la majorité le sont. Définition du transhumanisme. Parlons du transhumanisme, puisque le transhumanisme est beaucoup lié à la singularité technologique, qu'on appelle le singularitarisme, et c'est inextricable de ce mouvement, de cette vision du monde. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prenant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la condition humaine, tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort, comme inutiles et indésirables. Aussi amalgame-t-il la misère matérielle et la misère spirituelle, et pense-t-il qu'en résolvant la première, la seconde suivra. Dans cette optique, les penseurs transhumanistes comptent sur les biotechnologies et sur d'autres techniques émergentes. Les dangers comme les avantages que représentent de telles évolutions préoccupent aussi le mouvement transhumaniste. Sur quoi Kurzweil se base-t-il pour prédire l'imminence de la singularité ? Il se base sur 3 choses. La loi de Moore, la loi du retour accéléré et la validation de ses propres prédictions passées. Qu'est-ce que la loi de Moore ? Cofondateur de la société Intel, Gordon Moore avait affirmé dès 1965 que le nombre de transistors par circuit de même taille allait doubler à prix constant tous les ans. Il rectifia par la suite en portant à 18 mois le rythme de doublement. Il en déduisit que la puissance des ordinateurs allait croître de manière exponentielle, et ce pour des années. Il avait raison. Sa loi, fondée sur un constat empirique, a été vérifiée jusqu'à aujourd'hui, 2017. Un exemple pour donner une idée de la puissance de la loi de Moore. Jack Dongarra, de l'Oak Ridge National Laboratory, est l'un des chercheurs ayant conçu l'IMPAC, le test des supercalculateurs utilisé jusqu'au début des années 90. D'après son équipe, l'iPad 2 est aussi puissant qu'un... L'iPad 2, je pense que vous connaissez tous cet appareil. L'iPad 2 est aussi puissant qu'un supercalculateur de 1985. Avec ses 8 processeurs, le Cray 2 était le supercalculateur le plus puissant de l'époque. De la taille d'une machine à laver, il était immergé dans une sorte d'aquarium de fluor inerte, un liquide de refroidissement très efficace. Un cœur processeur de l'iPad 2 est aussi puissant qu'une version quad-processeur du Cray 2. Avec une puissance estimée à 1,5 gigaflop, l'iPad 2 aurait pu rester dans la liste des 500 supercalculateurs les plus puissants du monde jusqu'en 1994. Avec un double avantage, il refroidit par air et son processeur consomme beaucoup moins. Il est donc beaucoup plus économe. Qu'est-ce que la loi du retour accéléré ? Kurzweil se base sur la loi de Moore pour fonder une autre conjecture, la loi du retour accéléré. Citation de Laurent Alexandre, qui est un intellectuel très intéressant. La loi du retour accéléré, c'est une extension de la loi de Moore à toutes les technologies NBIC.
nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Elle consiste à dire que toutes ces technologies vont croître dans les décennies à venir de façon explosive, comme la puissance des ordinateurs a cru de façon explosive depuis 1965. À son époque, Gordon Moore estimait que la loi s'arrêterait en 1975. Or, en 2015, dit Laurent Alexandre, elle tient toujours. On a toujours une progression exponentielle de la puissance des microprocesseurs. On observe déjà cette courbe exponentielle en génétique. Le coût du séquençage ADN s'effondre. Il a été divisé par 3 millions en 10 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour à peine 100 €, on peut se faire séquencer son propre ADN. Alors qu'avant, c'était des millions au début. La validation de ses propres prédictions passées. Donc Kurzweil se base donc sur la loi du retour accéléré, qu'il base sur la loi de Moore. Et bien sûr, un futurologue, quelqu'un qui fait des prédictions, n'a de crédit, n'a de valeur que si ses prédictions sont validées. C'est pourquoi Kurzweil s'emploie à faire des prédictions et à vérifier plus tard, méthodiquement, si ses prédictions sont validées. Et bien sûr, la prédiction doit être précise. Une prédiction n'a de valeur que si elle est assez précise. Je vous dis demain, il va peut-être pleuvoir, c'est pas une prédiction. Alors, en 1990, Kurzweil a prédit qu'en 1998, un ordinateur vaincrait les champions du monde d'échecs. Or, en 1997, Deep Blue d'IBM gagna effectivement le match contre Kasparov. En 2010, Kurzweil a prédit en 1990 qu'en 2010, un PC serait capable de répondre à des requêtes simples en cherchant des réponses sur Internet. Google est passé par là. Le travail intellectuel de Kurzweil consiste à prédire le futur. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas que ça. Kurzweil, c'était essentiellement un inventeur qui a gagné sa vie avec des inventions, mais c'est aussi un intellectuel, et aussi un philosophe, je pense. Le travail intellectuel de Kurzweil consiste à prédire le futur. C'est une tâche difficile, mais possible. C'est ce qu'un entrepreneur s'emploie d'ailleurs à faire quotidiennement, notamment pour évaluer les besoins du marché où il opère. Pour un futurologue comme Kurzweil, l'enjeu est crucial. Il s'agit de gagner en crédibilité. Sinon, personne ne prendra au sérieux ses prédictions ou sa pensée. Or, le seul moyen, c'est de prédire des événements dont le public pourra réaliser plus tard qu'ils se sont réellement produits. Et c'est ce que fait Kurzweil, et c'est ce qu'il va continuer de faire. Il a prédit une centaine d'événements. Selon lui, 89 de ces 108 prédictions ont été entièrement réalisées. J'ai vérifié une partie de ces prédictions, c'est réel. Je dis selon lui pour être méthodique, mais c'est pas... Kurzweil est objectif. Quand une prédiction est fausse, il le dit. Alors après, certaines prédictions me semblent quand même assez vagues, me semblent parfois un petit peu vagues, donc c'est un peu facile de prédire des choses vagues. Mais certaines sont quand même précises et impressionnantes. Par exemple, Kurzweil a prédit l'effondrement de l'Union soviétique, je crois 1 ou 2 années avant, ce qui n'était pas du tout évident, ce qui a surpris beaucoup de gens à l'époque. L'impact économique, le grand remplacement par l'IA. Nous allons vivre le remplacement progressif des travailleurs humains par des IA à l'intelligence généraliste. Au début, seulement des tâches simples et non robotisées, parce que la robotique coûte très cher. Un robot, c'est peut-être dans les 1 million d'euros. Donc, et encore, non seulement ça coûte cher, mais c'est pas encore fiable, pas encore utilisable. Donc au début, seulement des tâches simples et non robotisables, comme la conduite automobile automatisée ou comme la comptabilité. Puis des tâches simples et robotisées, comme faire le ménage ou la manutention, tout ce genre de choses. Et enfin, tous les autres types de tâches possibles. Il faut comprendre que par nature, l'avènement d'une IA généraliste est semblable à un Graal. Elle pourra apprendre seule à faire un grand nombre de tâches, et cette maîtrise se fera en cascade. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'une IA a appris, par exemple, à jouer à un jeu comme StarCraft, ce qui est en train de se passer à DeepMind, qui est une société de Google, elle pourra rapidement apprendre à jouer à tous les autres jeux de stratégie temps réel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une transversalité dans les activités économiques. La manutention, par exemple, ressemble au ménage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'IA ayant la capacité, on a la capacité comme un disque dur de copier-coller toutes les informations qu'elles ont acquises, rapidement, les compétences se transfèrent en cascade dans les domaines connexes. C'est ça que je veux dire. L'impact psychologique. Le développement de l'IA et des mondes virtuels fera que beaucoup de gens s'y perdront. Ce problème existe déjà aujourd'hui. Beaucoup de jeunes hommes ratent par exemple leurs études parce qu'ils préfèrent trouver du plaisir dans le jeu vidéo. Alors, bien sûr, c'est un problème qui n'est pas purement lié aux jeux vidéo. Quand on se met à jouer énormément, c'est qu'il y a peut-être des problèmes, une solitude par exemple, ou des problèmes scolaires, peu importe. Mais je veux dire, la technologie fera que
l'attrait de ces mondes virtuels, le gouffre de ces mondes virtuels sera beaucoup plus important. Parce que les mondes seront réalistes, on aura des mondes virtuels où on aura des IA qui pourront comprendre ce que le joueur veut, s'adapter à sa maturité, à son âge mental, et lui proposer une expérience extrêmement immersive, avec un casque de réalité virtuelle. On n'est plus à Mario Kart, quoi. Le second problème principal sera le développement du sentiment d'être inutile. Il sera difficile d'accepter l'idée que nous allons en majorité progressivement devenir inutiles dans une société de l'IA. Travailler rend fier. Ne pas travailler est une source de honte. En particulier dans les sociétés asiatiques d'ailleurs. C'est une véritable infamie de ne pas travailler là-bas. Beaucoup de personnes âgées choisissent le travail bénévole simplement pour continuer de se sentir utile à la société. Oui, ce que je veux dire, c'est que comme on va vers un monde de fin du travail, qui est déjà complètement révolutionnaire, mais bon, tout ça est révolutionnaire, mais comme on va vers un monde de fin du travail, il y a des gens qui, quand ils n'ont pas d'emploi, paniquent, angoissent beaucoup, pas parce qu'ils n'auraient pas de revenus, parce que ça c'est un facteur d'angoisse bien sûr, mais parce qu'ils se sentent vides, leur existence est vide s'ils n'ont pas de travail à faire. Ils ne sont pas salariés notamment. Donc c'est un problème qui va largement s'amplifier. Prenons l'exemple de Garry Kasparov, c'est le grand maître de jeu d'échecs. Celui-ci a mis des années à accepter sa défaite contre l'IA Deep Blue. Il prétendait qu'il y avait une tricherie. Ce comportement buté de la part d'un homme intelligent et sage est quand même difficile à comprendre. C'est parce que pour lui, cette défaite signifie que finalement, il n'est pas si unique, il est remplaçable, son génie n'est pas un génie merveilleux et un flocon de neige unique, puisqu'une IA peut le dominer, peut le battre. Donc c'est une gifle narcissique à son orgueil qui est très forte et tout le monde peut le comprendre. Pour illustrer cette idée de blessure narcissique infligée par l'IA aux hommes, je vais vous lire un texte remarquable de Sigmund Freud. Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité 2 graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'on a montré que la Terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable. Le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique, lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos jours à la suite des travaux de Charles Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est seulement pas maître dans sa propre maison, qu'il en est réduit de se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui s'y passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. Les psychanalystes ne sont ni les premiers ni les seuls qui aient lancé cet appel à la modestie et au recueillement, et c'est à eux seuls que semble échoir la mission d'étendre cette manière de voir avec le plus d'ardeur et de produire à son appui des matériaux empruntés à l'expérience et accessibles à tous. D'où la levée générale de boucliers contre notre science, l'oubli de toutes les règles de politesse académique, le déchaînement d'une opposition qui secoue toutes les entraves d'une logique impartiale. Ajoutez à tout cela que nos théories menacent de troubler la paix du monde d'une autre manière encore, ainsi que vous le verrez plus loin. On peut ajouter à ce texte parfait que la 4e gifle infligée à l'orgueil humain sera celle faite par l'intelligence artificielle. Les contre-mesures utiles aux conséquences sociales de la singularité, et tout simplement du progrès technique et de l'accélération du progrès technique. Qu'est-ce qu'une contre-mesure ? C'est une action prise pour s'opposer à un phénomène.
Par exemple, vous savez, les avions qui sont visés par un missile peuvent envoyer des leurres pour que le missile thermique vise ces leurres plutôt que l'avion. Ça, c'est un exemple d'une contre-mesure. Donc c'est quelque chose qui s'oppose directement à autre chose pour le contrecarrer. Toutes les évolutions de la société induites par le progrès technique ne sont pas nécessairement positives. Par exemple, il y a beaucoup de personnes célibataires. Je crois qu'à Paris, il y a 60% de célibataires, ce qui est quand même impressionnant. Ces personnes ne parviennent pas à rencontrer l'amour. C'est un problème qui a été causé par l'évolution de notre société. Jadis, le célibat était beaucoup plus rare. On allait au bal, il y avait surtout aussi beaucoup peut-être de mariages arrangés, c'était pas forcément la joie, mais c'est un problème qui n'existait pas, je pense. Il y a aussi, autre exemple, de plus en plus d'enfants élevés par une mère célibataire, sans père ni tuteur. C'est une grande souffrance pour l'enfant, qui est sous-estimée et dont on parle peu. Ça a été mon cas, par exemple. Il souffre d'un manque d'équilibre et de protection qu'apporte l'homme, et d'un modèle également. Le modèle du père est très important. Les petits garçons ont besoin d'un modèle, les petites filles ont besoin d'un modèle. Bref. Si la politique existe, c'est pour s'opposer aux tendances néfastes générées par le capitalisme et le progrès technique, qui sont les deux forces de changement social. Le capitalisme et le progrès technique sont des forces extraordinaires et très respectables. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille acquiescer à tous les changements qu'ils apportent. Parmi ces changements, certains sont inévitables, comme par exemple le développement des réseaux sociaux virtuels au détriment des réseaux sociaux physiques traditionnels, tandis que d'autres doivent être combattus, comme par exemple le développement de l'obésité, que certaines sociétés combattent plus efficacement que d'autres. Par exemple, au Japon, il y a beaucoup moins d'obèses qu'aux États-Unis. Pourtant, le Japon est un pays développé, où il y a une nourriture abondante et peu chère, donc c'est un exemple comme quoi c'est pas mécanique, c'est pas parce que vous avez une société à tel degré que vous allez avoir un taux d'obésité comme si. Il y a aussi il y a la culture qui compte beaucoup, et l'État et la culture s'influencent. Donc l'État japonais nous montre la voie à suivre sur ce sujet. Conclusion. J'ai tâché d'expliquer ce qu'est la singularité technologique et son importance suprême parmi l'ensemble des idées de notre temps. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour prendre un exemple, quel est le sens de vouloir se battre pour instaurer un monde communiste? Ça impliquerait la dictature du prolétariat, le socialisme et des millions de morts. Quel est le sens de cela si dans 30 ans le monde va changer radicalement au point que le paradigme communiste-capitaliste n'existe plus? Enfin, déjà, il n'existe plus parce que le communisme est un échec total, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire, quel est le sens de se projeter dans ce genre de paradigme? Il faut que tous les paradigmes auxquels vous réfléchissez, toutes les façons de penser, soient rattachées d'abord à cette imminence de la singularité. C'est le pivot sur lequel tous vos projets, toutes les visions du monde doivent partir. Dans une prochaine vidéo, je continuerai de parler du sujet de la singularité. Je répondrai notamment aux objections suivantes. Peut-on être politiquement de droite et adhérer à la vision transhumaniste? D'ailleurs, est-ce que la division gauche-droite a un sens? À mon avis, ça n'en a pas, c'est trop polysémique, mais bon, on en reparlera peut-être aussi. Les riches ne seront-ils pas les seuls à avoir accès aux innovations techniques? Et oui, ça c'est la question qui intéresse le plus et c'est l'objection fondamentale et principale que les gens ont. Mais Kurzweil a des réponses très intéressantes dont je vous parlerai, et vous verrez que c'est pas... On n'aura pas une vision dystopique où on aura les riches qui sont immortels, qui ont toutes les technologies, et les pauvres qui n'ont rien. Ça marchera pas comme ça. Ça marchera à court terme un peu comme ça, mais étant donné les raisons que je vous expliquerai, ça marchera pas de cette façon-là. La technologie se diffusera. L'adhésion à la thèse de la singularité ne conduit-elle pas nécessairement à une certaine passivité, puisque l'on peut vivre dans la certitude confortable de grands progrès à venir et d'une sorte de fin de l'histoire? Question très importante aussi. Here we go, it's coming back on, and he's back on again. See how he turns? Turn. Hi, Jonathan. Stop the sucking. Hi. Good. Could That's you real good. hear that? Hi, sweetie. Could you hear that? Hi. Hi. You got that, Dad, right? Hi,
Hi, Jonathan. Look at that. That's so Hi. sweet. We call that a late Christmas present. Hi. Good job, buddy. That's really good.